Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. C'est une émission qui va plaire aux guitaristes ce soir. On va avoir 3 guitaristes exceptionnels. On va commencer avec Philippe Catherine, 80 ans. Il a joué avec Chet Baker, Charlie Mingus, Stéphane Grappelli. Il nous racontera tout ça. Nicolas Fiesmann, qui a été l'élève de Philippe Catherine, qui a joué lui avec Bachung, Cabrel, Zazie, Moran, et puis on terminera avec un petit jeune, mais plein de talent et plein de promesses, c'est Elliot Knutz. Fin d'émission, notre micro ouvert, une nouvelle venue, Clémence Dawagne, qui sera avec nous. C'est Connaissez-vous, et on est parti. Bonjour Philippe Catherine. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Mais ça va, je ne vous vois pas, mais... Ouais. Alors, c'est pas la bonne place. Si vous pouvez prendre celle qui est entre les 2 piles de disques. Donc, entre les 2 piles de disques, je voilà, vois. ça, ce sera votre Voilà, place. avec plaisir. Ouais. Une émission de télé, c'est quelque chose d'agréable ou sans plus? Ah ben écoutez, je vais vous répondre quand ce sera fini. Ça veut dire qu'il y a un suspense. Ah, évidemment. Ouais. Vous aimez ça, le suspense, l'imprévu? Oui, mais sans exagération. Ouais. Sans exagération, oui, l'imprévu, oui. Ouais. C'est la vie, mais... Votre carrière... Il ne faut pas que ce soit trop. On va essayer que... Mais je vous entends pas bien, moi. Alors, on va essayer de faire en sorte que les surprises soient le plus agréables possible, en tout cas. J'espère. Ouais. Votre carrière, elle était prévue, prévisible, ou ça a été une surprise, justement? Mais je ne pensais pas du tout à ça. C'est-à-dire, je faisais de la guitare, mais c'est à l'âge de 50 ans que j'ai avoué, en fait, à mon épouse que je pensais que j'étais un musicien. Donc, vous voyez... Ça a pris du temps. Oui, oui, oui. Ouais. Et avant, vous y étiez quoi, alors? Avant, j'étais un bricoleur. Ouais, un bricoleur de génie, quand même. Mais ça, personne ne me l'a dit, non, mais je faisais des études. Pendant des années, j'ai fait des études de grec-latin, et puis après, j'ai fait des études de droit et de philosophie, et puis après, j'ai fait 3 ans d'économie pure. Et puis, j'ai fait mon service militaire. Mais pendant ce temps-là, je jouais avec des musiciens qui m'invitaient à jouer avec eux. Ouais. Donc vous commencez par les clubs de jazz à Bruxelles, hein, vous accompagnez, mais allez, vous faites un peu le modeste là, mais quand même, Chet Baker, Stéphane Grappelli... c'est pas Chet Baker, moi. Ouais. Ah, ça, je vous ai dit, c'était vers l'âge de 50 ans. Je ne crois pas que je connaissais Chet Baker à l'âge de 50 ans. Vous le savez, vous? Moi je ne sais plus. Oui, je ne sais plus quand je l'ai rencontré. C'était un peu avant quand même, je crois. Ah, c'est bien possible. C'était un peu avant, oui, oui. Vous vous définiriez donc maintenant comme musicien, plutôt guitariste, instrumentiste ou plutôt compositeur? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de vous? Que je joue d'un instrument de musique. Ça ne doit pas nécessairement être la guitare. Et que je suis quelqu'un qui cherche... Et qui trouve? Peut-être. Ouais. Non, mais j'essaye de faire des... J'essaye de faire des choses qui apparaissent simples. Et qui ne sont pas forcément simples à faire. Qui ne sont pas nécessairement, non. Ouais. Alors, vous avez, on va le dire l'âge, hein, vous avez 80 ans, Philippe Catherine? Mais oui. Ouais. Vous êtes né à Londres. Je suis né à Londres, ouais, d'une mère anglaise. Ouais, et papa belge. Ouais. Et puis, vous avez grandi à Bruxelles. Et puis, y a la carrière que vous ne voulez pas vraiment dévoiler maintenant, mais ça commence à la fin des années 60. Gros succès dans les années 70. Et puis, vous n'avez jamais quitté le succès depuis. Oui, j'ai jamais quitté la scène, disons... Et le travail à la maison. Ouais. Alors on vous invite, notamment parce que vous serez dans quelques semaines à l'Atomium, ce sera le 23 avril, un concert avec Monsieur Morello et Monsieur Faller, hein, oui, Paolo Morello et Sven Faller. Exact. Ce sera un gros concert à l'Atomium et il y a un album que vous venez de sortir avec eux qui s'appelle Pourquoi. Pourquoi ça s'appelle Pourquoi? Mais je ne sais pas. Ah. Non, mais je sais, c'est parce que
C'est un morceau que vous avez écrit. C'est parce que je vais en faire un second morceau qui s'appellera « Parce que ». Oui, ça c'est une bonne réponse. Vous aimez bien l'humour, un petit peu pince sans rire et un petit peu décalé, Philippe Catherine? Ben, j'en sais rien, moi. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Ouais. Allez, sur scène, vous racontez quand même souvent un petit peu des parfois je raconte anecdotes des blagues, oui, humoristiques. Oui, vous aimez bien ça. C'est vrai, mais j'ai pas toujours fait ça. J'ai fait ça, oui, de temps en temps. Est-ce que vous avez été toujours à l'aise dans l'idée d'être en public et de jouer avec des gens qui vous écoutent et vous applaudissent, ou pas? Ben, ce qu'il y a, c'est pas tellement le moment-là, c'est tout ce qui précède. Parce qu'une fois que je suis sur scène, bon, alors ça y est, bon, il n'y a plus moyen de retourner en arrière. Mais tout ce qui se passe avant, les semaines, les mois qui se passent avant, sont assez stressantes, disons. Parce que comment faire pour que ce concert que je vais faire dans 2-3 mois soit bien, sans faire du contrôle. Donc c'est un peu compliqué ça, c'est d'être libre et de... Ouais, oui. Et d'être prêt en même temps. Et d'être prêt en même temps, ça se contredit un tout petit peu. Mais je crois que c'est peut-être bon dans la vie d'accepter les difficultés et les facilités en même temps et les paradoxes. Les paradoxes, c'est bien. Et de savoir que tout n'est pas blanc. Enfin, on ne peut pas dire que d'un côté tout est blanc et de l'autre côté tout est noir. C'est comme avec les tailles. Si on est dans une pièce où il y a 50 personnes, allez, quel est le plus petit, quel est le plus grand? Il y a plein de tailles différentes. On ne sait pas faire du blanc et du noir là-dedans. Et la vie, c'est comme ça. Ça vous est arrivé de rater un concert et de vous dire « celui-là, c'était pas bon ». Ah, de le rater comme ça. Ouais. Je pensais que vous disiez d'oublier d'aller le faire. Comme on rate un tram. Ben oui, j'en ai raté, je crois, oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous vous dites dans ces moments-là? Ah. Je me sens mal. Voilà. Mais ce que je dis, et puis peut-être que je cherche des excuses aussi, oui, mais c'est parce que le micro n'était pas bon, ou le musicien à qui je jouais, je n'aimais pas comme il joue, ou que j'ai mal dormi, ou qu'on a mal choisi le... Tiens, c'est quoi sur ma tête, là? Il n'y a rien sur votre tête, pas d'inquiétude. Ah oui, mais c'est des reflets, c'est la lumière. C'est des reflets, oui. Ouais. Mais d'ici, on dirait une barbe à papa sur ma tête. Ouais. Oui, bien sûr. Bon. Et alors, parfois, il m'arrive aussi de penser que c'est pas bien et que c'est bien. Et l'inverse aussi, de penser que c'était très bien, alors qu'en réécoutant, après, c'était quand même pas terrible, quoi. Voilà. Est-ce que vous vous réécoutez souvent, Philippe Catherine? Eh ben, ça dépend. Depuis quelques mois, je ne me suis pas réécouté. Depuis que j'ai 80 ans, tiens. Mais avant, vous n'aviez pas le problème à le faire. Parfois, les musiciens n'aiment pas se réécouter. Non, mais je trouve que c'est un bon exercice, c'est d'être... parfois, je le fais pas par paresse, ou bien parce que j'ai peur d'entendre des choses qui sont peut-être pas très bien, et de ne pas avoir le courage d'affronter la réalité. Il y a un peu d'angoisse et de perfectionnisme en vous? Oui, bien sûr. Et je sais que le perfectionnisme, c'est pas bien. Ma petite thérapie vis-à-vis comment s'appelle comment s'appelle encore ce que vous disiez? Le perfectionnisme? Le perfectionnisme, oui. C'est de croire au progrès. Et c'est ça qui est important. Et le perfectionnisme, c'est dangereux d'être perfectionniste, et aussi ça peut être... Enfin, je ne sais pas, j'oublie des choses que je pourrais dire à ce sujet, mais je préfère de loin voir s'il y a du progrès.
Alors, je voudrais qu'on parle un instant de ce trio. On va peut-être revoir l'image de ces musiciens avec lesquels vous allez jouer à l'Atomium. Hein, donc, Paolo Morelli, Sven Faller. Morello et Sven Faller. Pourquoi est-ce que vous jouez avec eux? Il y a eu un album, il y a un deuxième album. Pourquoi ce trio-là? Vous avez souvent joué avec des guitaristes. Hein, ça a commencé avec Larry Coryell. C'est une formule que vous aimez bien. C'est deux instruments qui peuvent aller très bien ensemble, mais je ne suis pas un fanatique de guitare. J'aime bien les pianistes, j'aime bien les contrebassistes. Oui, ouais. Mais j'aime la guitare aussi. Ouais. Ce sera quoi le répertoire que vous allez jouer avec eux à l'Atomium? Il y aura certains thèmes parce qu'on a fait 2 albums en fait. On en a fait un autre avant qui s'appelle... c'est un titre de Django Reinhardt. Merde alors. Vous pouvez couper ce mot-là. Donc c'est le deuxième album. On va jouer quelques thèmes de cet album et aussi de l'album précédent qu'on a fait. Et jouer à l'Atomium, ça a du sens pour vous? Ce sera la première fois? Ah non, ce sera la seconde fois. La première fois que j'ai joué à l'Atomium, je crois que c'est au début des années 60, avec Lou Bennett. Et c'était dans la boule supérieure, je crois qu'était la boule du restaurant, si je ne m'abuse. Ouais. Mais je n'y ai plus été depuis. Voilà, donc ce sera un peu des retrouvailles. Ce sera le 23 avril. Je voudrais qu'on écoute un peu de musique, Philippe Catherine. Je vous laisse découvrir ce qu'on va écouter et vous allez le commenter juste après. Oh mon Dieu! Philippe Catherine, est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Pas exactement, mais je connais le thème. Oui, vous l'avez écrit, Pendulum. Mais je crois que c'était un encore ou quelque chose comme ça. C'était pour vos 75 ans, c'est un concert à Flagey. Oui, ça je sais. Mais je pense que c'était pour terminer le concert ou quelque chose comme ça. Un rappel. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'entend pas la batterie. Mais on l'entend plus loin, on n'a passé qu'un petit extrait. Non, mais il jouait là, mais on l'entendait presque pas. Vous aviez déjà vu ces images ou pas? Non, jamais. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous vous regardez? Ah, mais je suis content de voir mes copains là. Nicolas Andrioli et Bert Van den Brink, les 2 pianistes. Et puis alors il y a
Il y a Bert Joris qui est là, il y a mon ami Philippe Artz, et comment il s'appelle maintenant, nom d'une pipe. Et c'était Antoine Pierre à la batterie. Antoine Pierre, oui, Ouais. oui. Et puis il y a un certain Nicolas Fiesmann dont on reparlera Oui, mais on ne le voit pas pour tout à l'instant, l'heure. je crois. Mais voilà, c'est un petit extrait du concert, on ne pouvait pas tout passer. Ben, ça, évidemment. Philippe Catherine. J'ai mis une pile de disques à votre droite. Alors il n'y a pas tout, parce que... Est-ce que vous avez une idée du nombre d'albums que vous avez enregistrés? À votre gauche, pardon. Alors à votre gauche. Oui, mais c'est pas grave. Non, je n'ai pas compté, mais il y en a beaucoup. Ouais. Alors à votre gauche, j'en ai mis quelques-uns. Je voudrais que vous les regardiez. Oui. C'est une sélection tout à fait arbitraire. Et je voudrais que vous en choisissiez un et que vous me racontiez pourquoi vous choisissez celui-là, ce qu'il représente pour vous, celui que vous auriez peut-être envie d'écouter maintenant, celui que vous recommanderiez à celui qui ne vous a encore jamais écouté. Oui, oui, oui. Il n'y a pas tout. Hein. Alors vous pouvez me dire non, que j'ai manqué l'essentiel, qu'il y en a un autre qu'il faut vraiment pas rater. C'est lequel? Je sais pas. Celui qu'on a raté et dont il faudrait vraiment parler dans votre discographie. Ah, que moi je trouve Ouais. qui devrait être là. Ouais. C'est un exercice difficile. Hein. Oui, oui, c'est un exercice difficile. C'est toujours difficile de faire des choses comme ça. Et je suis là pour ça, pour montrer comme c'est difficile. Et comment vous allez bien vous en sortir, surtout. Ben, écoutez, disons, on va prendre un thème court, tiens. Montrez-le à la caméra, alors. Voilà. Où est la caméra? Ah bah, mettez-le devant vous, le disque. Voilà, on va bien le voir. Comme ça? Alors, ça, c'est September Man. Oui, Ouais. alors là, il y a un thème où je joue tout seul. Ouais. Et ça, on ne va pas pouvoir l'écouter maintenant, mais c'est un de vos premiers albums, celui-là. Oui, je l'ai fait en 74, celui-là. Ouais. Mais c'est vrai que le premier album que j'ai enregistré, c'est en 61, avec Lou Bennett, Jack Sells et Oliver Jackson, Ouais. pas Johnson. Ouais. Mais vous n'étiez pas vous étiez signman, vous n'étiez pas le leader du groupe. Ouais. Non, mais enfin, ça, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus important. Hein. Et puis après, vous avez enregistré avec plein de monde. On a parlé de Chet Baker, il y a eu Ouais. Marc Moulin aussi, il y a Ouais. eu Charlie Cristiano, il y a eu Il y a Tom Harrell. ouais, Tom Harrell, trompettiste, il y a eu avec Stéphane Grappelli aussi, je pense, vous avez joué. Oui, oui, j'ai joué avec Stéphane Grappelli aussi. Ouais. Et j'ai joué aussi pendant une vingtaine d'années avec NHOP, Neil Signing State Peterson. Avec contrebassiste Et, scandinave. Ouais. Oui. Ouais. Et enfin, j'ai joué avec beaucoup de gens. Quoi. Ouais. Je voudrais qu'on parle un instant de vos compositions. Le morceau qu'on a entendu il y a 2 minutes, hein, Pendulum, mais on pourrait parler d'autres morceaux que vous avez composés, Jeannette, Homecoming, Climate Warning. Il y a souvent cette idée de boucle. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte que vos compositions, elles sont faites en fait pour pouvoir continuer sans jamais s'arrêter? Ben, je dirais que c'est vrai pour certaines compositions comme Pendulum. Et pour d'autres, je ne sais pas. Moi, j'aime bien que les thèmes soient courts. Et que, ouais, en termes techniques, qui n'ait pas plus que 32 mesures, par exemple. Et Pendulum, je crois que c'est 16 mesures. Et mais là, je n'ai pas improvisé dans ce qu'on a vu de Pendulum. Je n'ai pas fait d'improvisation. C'était sans doute juste pour... Je pensais que c'était... Enfin, je ne sais plus ce que je pensais à ce moment-là, mais j'ai l'impression que j'ai joué quelque chose et on me dit, oui, joue-le jusqu'à ce qu'on le coupe, quoi. Je crois que c'est ça le motif. Je ne sais pas. Mais j'aime pas les thèmes qui sont trop longs et trop compliqués. D'ailleurs, j'en ai fait quelques-uns des comme ça et je les joue plus. Ouais. Vous avez commencé donc dans les années 60, 70. C'était la période du jazz rock. Est-ce que vous avez conscience que votre son a beaucoup évolué entre ce moment-là et maintenant? Oui, je crois qu'il a évolué, mais je crois qu'il est reconnaissable. C'est quoi la touche Philippe Catherine Je ne sais pas reconnaissable? vous expliquer ça. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment travaillé. C'est quelque chose que j'ai reçu, je crois, et pour lequel je dois avoir un peu d'humilité, parce que ce n'est pas moi qui...
Moi, quand on m'a dit que j'avais un beau son, c'était il y a très longtemps, je me disais, mais enfin, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne pensais pas du tout que c'était une qualité, je n'avais même pas pensé au son du tout. Voilà. Donc, dès le départ, il y a des gens qui m'ont dit que j'avais un beau son. Voilà. Mais je ne le savais pas. Et ça aide quand même, quand on est musicien. Ou c'est pas l'essentiel pour vous? ah, voilà, je vais vous dire quelque chose. Rien n'est l'essentiel. Parce que là, on est dans le perfectionnisme, un peu. Comment est-ce que je vais dire? C'est la combinaison du son, de Ben, la je crois que composition. c'est beaucoup de choses en même temps. Ouais. C'est beaucoup de choses en même temps. Ça dépend avec qui on joue, et ça dépend de son humeur, ça dépend Oh là là. De plein de choses. Il y a des disques cette fois-ci à votre droite. Il y en a celui du dessus. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, je pense. Oui, c'est Nicolas. Je le connais depuis qu'il a 11 ans. Alors, vous allez discuter avec Nicolas Fiesmann. Alors, il va arriver. Ah, heureusement que c'est toi alors. Salut Nicolas. Nicolas Fiesmann. Allez, c'est vous qui allez répondre à la question. C'est quoi la touche Philippe Catherine, Nicolas Fiesmann? C'est la sensibilité absolue, je dirais. Wow. Reconnaissable entre mille. Oui, c'est assez unique quand même. Oui, On l'est tous, tu vas me dire. Mais on l'est tous, tu vas me oui, dire. on est tous uniques. Oui, Mais, bien mais, sûr, mais, bien sûr. mais oui, tu es Mais reconnaissable. heureusement que ce n'est pas un son qui est reconnaissable parce qu'il est moche, quoi. Certes. Ça... Allez, Nicolas Fiesmann, est-ce que vous pouvez vous présenter, non pas à Philippe Catherine, parce que forcément il vous connaît par cœur, mais à ceux qui ne vous connaîtraient pas? Qui êtes-vous? Qui suis-je? Je suis un musicien, entre autres, passé par passé dans les mains de Philippe Catherine. Il m'a beaucoup appris, et je lui dois beaucoup. J'en profite de sa présence pour le remercier. Mais qui suis-je? Voilà, un musicien de plus sur cette planète. Alors, guitariste et bassiste. Guitariste et bassiste. J'ai commencé la guitare quand j'avais 6-7 ans, si je me souviens bien. Et puis la basse s'est imposée à moi un petit peu plus tard. Je devais avoir 13-14 ans. Ouais. Et alors, vous étiez l'élève de Philippe Catherine. Ouais. Et je pense, Philippe Catherine, qui vous a pris un instrument qu'il vous a jamais rendu. Hein? Il fallait pas lui dire. Il fallait pas lui rappeler. Je t'ai piqué ta basse. Il y a des années. oui, non, je t'ai prêté ma basse. C'est vrai. Je t'ai prêté ma Ah, basse. donc il faudra la rendre un jour. Il faudra que je la rende un jour. Ouais. Alors, Nicolas Fiesmann, parce que vous faites un petit peu le modeste, mais vous êtes quand même un grand musicien très réputé, très actif sur la scène française, notamment. Vous avez enregistré. Vous avez une idée du nombre d'albums que vous avez enregistrés en studio? Non, Non. aucune idée. C'est plusieurs dizaines. C'est Ouais, peut-être une centaine? Ouais, probablement, oui. Ouais. Donc vous avez beaucoup joué, vous avez accompagné Morane, mais aussi Francis Cabrel, Benjamin Biolay, en studio et sur scène, Alain Bachung, Johnny Hallyday, Vanessa Paradis. On s'arrête là ou on continue encore un peu? On gagne du temps. On gagne du temps. Et alors, vous avez quand même été la doublure ou l'accompagnateur de Sting dans une tournée en 2019. Racontez-nous ça. Ben oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Sting a eu un petit accident, il a fait une vilaine chute. Il s'est blessé l'épaule, donc il ne pouvait pas jouer de basse, il pouvait toujours chanter. Et donc son guitariste avec lequel je joue, donc Dominique Miller, on joue ensemble depuis presque 20 ans maintenant. La veille de leur concert à Bercy, Dominique m'a appelé pour me demander si je pouvais... Faire la basse de Sting. Est-ce que tu es libre demain pour jouer avec nous, parce que Sting s'est blessé et on a besoin d'un bassiste. Alors j'ai dit oui. Et puis ça a duré plusieurs mois. Ça n'a pas duré plusieurs mois, ça a duré un mois précisément. On a fait une quinzaine de dates, donc quelques concerts en Europe et puis aux États-Unis. Puis c'était une expérience assez belle. Ouais. Philippe Catherine, est-ce que vous êtes fier de votre élève? Très, mais je voudrais juste dire quelque chose. Je crois qu'il a beaucoup appris en jouant avec moi, mais j'ai jamais été un prof de Nicolas. C'est vrai quand même. Hein.
Enfin, j'ai essayé de te montrer des trucs au début avec les harmonies et tout ça, tu n'avais rien à Tu m'as cirer. montré des choses, tu m'apprenais tes morceaux et, Ouais. du coup je t'accompagnais, tu pouvais Oui, mais là, tu pratiquer m'as tes comme solos. ça, oui, mais j'ai pas eu un... Enfin, je me sens pas un prof, en quelque sorte, parce que tu apprenais... Tu emmagasinais des choses sans que je te le dise, quoi. J'étais affamé, donc je prenais Ah, tout, mon ce que pauvre ami, oui. tout ce que tu pouvais me donner. Mais c'est vrai qu'on jouait ensemble surtout. Oui, on jouait beaucoup Voilà. ensemble. Voilà. Je t'ai présenté avec beaucoup de chouettes Oui, mais musiciens, même au comme Trilo départ. Gourtou. Oui, Charlie Mariano, Charlie évidemment, Mariano. Larry Coriel. Enfin, voilà, on a fait des choses quand même. Tu m'as permis de jouer avec des musiciens qui étaient beaucoup Oui, mais plus c'est loin parce que moi. j'avais besoin de quelqu'un comme toi, tu vois. Ça, je ne sais pas, mais Oui. Donc vous avez beaucoup joué ensemble dans le passé, vous jouez encore régulièrement ensemble. Il y a un album que vous avez fait tous les deux, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. oui, Ouais. qui était une bonne surprise. Parce qu'on avait oublié qu'on avait joué ce concert. Oui, complètement. Enfin, en tout cas, oublié qu'il avait été enregistré, Oui. surtout. Concert à Berlin-Est en 1982, je crois. Et qui est sorti des années après. Hein. Voilà. Ouais. Ah oui. Voilà. Alors, il y avait le disque de Nicolas Fiesmann que Philippe avait dans les mains. C'est assez étonnant, après la carrière qu'on vient de décrire, Nicolas Fiesmann, en fait, c'est votre premier album en solo en tant que leader. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre autant ? Mais je pense que vous auriez pu attendre encore plus longtemps, parce que je ne pensais absolument pas que je le ferais un jour. Ça ne faisait pas partie de mes plans, du tout. J'ai toujours été plus à l'aise dans mon rôle de sideman que d'avoir apporté moi-même un projet. Ce n'est pas une position très confortable pour moi. Mais il se fait que voilà, ça s'est présenté. Et je suis très heureux de l'avoir fait d'ailleurs. Je trouve que c'est un beau disque. Je suis assez content et fier de ça. Et Vous ne lui avez pas donné de titre. Ça veut dire que vous n'envisagez pas d'en faire un deuxième ? Ou on va réussir à vous forcer la main une seconde fois ? Il va falloir me forcer un petit peu, je pense. Mais j'y songe quand même. J'ai commencé à écrire des nouvelles choses dans l'idée d'éventuellement en faire un autre. Mais il porte tout simplement mon nom parce que je n'ai pas trouvé de titre satisfaisant, je crois. C'est assez rare, ça. Hein, Des albums. je crois que c'est le seul album que j'ai jamais vu un album comme éponyme ça. comme ça. Non, j'ai jamais vu Je ça. sais pas. Peut-être. Alors, Ça me semblait le plus simple, en tout cas. Il y a eu le graphiste avec lequel j'ai travaillé pour cette belle pochette, Luc Caracas, avait eu des idées de titres, mais qui me plaisaient, mais qui en même temps me posaient un problème parce que c'est des titres d'albums qui avaient été utilisés sur d'autres projets déjà par d'autres gens. Et je ne voulais pas qu'il y ait de confusion. Donc on a fait simple. Voilà, on a fait simple. Alors, je vous propose qu'on écoute un extrait de cet album, un extrait de cette musique et on en reparle juste après.
Alors, Nicolas Fiesmann, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Si je ne me trompe pas, c'est Gilles Changou. Ouais, vous n'avez pas de doute quand même. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est absolument Gilles Changou, je le vois. Ouais. C'est ça. Ouais. Philippe Catherine, un morceau très calme, une mélodie très simple, ça pourrait vous plaire? Oui, oui. Ouais. Vous jouez sur l'album hein, Oui. de Nicolas Fiesmann, hein. Vous faites un Absolument. featuring. Hein. Ouais. Ouais. Dans le thème Jean-Baptiste, c'est ça? Et Ivan, oui. Et Yvan. Ouais. Et Yvan, oui. Ouais. Pourquoi est-ce que tous ces morceaux portent des prénoms comme titre, Nicolas? Oh, parce que je crois que Hein? c'est souvent des gens qui m'inspirent. Il y a Gilles Changou, c'est un hommage à mon papa et un de mes enfants. Et il y a 3 morceaux comme cela dans l'album, effectivement, qui sont des associations de mon père et mes enfants. Mais Jean-Baptiste et Ivan est un hommage à Toots Thielemans et Ivan Lins, le chanteur-compositeur brésilien. Freddy, qui est aussi un morceau de l'album, est un hommage à un guitariste que j'aime beaucoup qui s'appelle Freddy Coella et qui m'a inspiré le riff de ce morceau-là. Enfin voilà, donc c'est souvent des personnes qui m'inspirent. Ouais. Il y a ça aussi dans certains titres de morceaux de Philippe Catherine. Je voudrais qu'on signale que vous allez présenter cet album, ce sera à Flaget, ce sera le 27 mai, donc concert de présentation, en tout cas pour la présentation en Belgique de cet album, qui, il faut le signaler, est publié par une maison d'édition française. Absolument. Hein. Voilà. Je voudrais vous poser une question à tous les deux. Georges Brassens, important ou pas important pour vous? Pour moi d'abord, Comme vous voulez. oui, très important pour moi parce que oui, je dirais j'aime bien sa musique et quand j'ai entendu Brassens à la radio, quand j'avais, je sais pas moi, 14 ans ou quelque chose comme ça, j'étais fort... Jamais le son de cet instrument. Il y avait la voix de Brassens, mais il y avait aussi cet instrument que je ne connaissais pas, qui s'appelle guitare. Parce qu'à cette époque-là, moi, je n'avais jamais entendu une guitare. Et c'est le fait d'avoir des belles mélodies de ce chanteur et du son de cette guitare que j'ai acheté une guitare. Voilà, c'est tout ça. Donc c'est grâce à Georges Brassens qu'il y a Philippe Catherine. Oui, Ouais. Merci Georges. oui. Nicolas, Georges Brassens. Mais moi aussi, alors c'est peut-être pas tant la guitare en fait qui m'a marqué chez lui. J'écoutais beaucoup Brassens quand j'étais très jeune, bien avant de jouer de la guitare et avant de découvrir les Beatles qui ont été une influence majeure dans ma vie. Enfin, ils ne m'ont jamais quitté. Mais Brassens avait quelque chose dans la voix qui je crois, me faisait beaucoup de bien, qui m'apaisait. Et j'écoutais, il y avait des albums de Brassens à la maison, mes parents écoutaient ça. Et oui, je trouve qu'il y avait quelque chose d'extrêmement bienveillant dans sa voix et qui me rassurait probablement. Oui. Parce que c'est marrant, parce qu'en opposition à ça, j'écoutais beaucoup les orgues de Bach qui en revanche me faisaient probablement un peu peur. Les orgues. Oui, des concertos pour orgue de Bach, qui était une musique assez austère, mais qui me fascinait. Et donc derrière ça, j'écoutais beaucoup Brassens probablement pour balancer un petit peu. Et puis après, les Beatles ont débarqué, et ça a été le bouleversement total. Ouais. Voilà. On parle de jazz, on parle de chansons françaises avec Brassens, on parle de pop avec les Beatles. J'aimerais savoir, Nicolas Fiesmann, comment est-ce que vous passez de l'un à l'autre? De cet univers pop, voire parfois variété, hein, quand vous jouez avec des grandes vedettes françaises, et puis à une musique plus jazz, quand vous jouez avec Philippe Catherine ou avec d'autres, vous avez joué avec Didier Locoud aussi par exemple, et puis quand vous passez de la guitare à la guitare basse. Vous y réfléchissez ou ça se fait spontanément, passer d'un style à l'autre et d'un instrument à l'autre? Pour moi, c'est assez naturel. J'aime ça. J'aime être confronté à des choses assez différentes et passer de l'un à l'autre, mais assez naturel. Donc il n'y a pas une démarche ou une réflexion? Non, c'est plutôt, je dirais, presque une nécessité. J'ai besoin de... C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je n'ai jamais... Enfin, que j'ai commencé une carrière solo si tardivement. C'est parce que j'ai besoin d'être
confronté à plein de choses sans arrêt et de passer d'un projet à l'autre. C'est ça qui me nourrit, artistiquement en tout cas. Oui. Philippe, il y a un album, c'est Guitars 2, si je me souviens bien, où vous avez tout enregistré tout seul. Oui. Ouais. Ça vous a fait plaisir ou c'est pas une expérience que vous avez envie de rééditer? Ben, ça m'a fait plaisir. C'était aussi le second, parce que j'ai fait un Guitars One en quelque sorte, mais c'était pas tout à fait un Guitars One parce que j'y ai ajouté Enfin, j'ai invité après. Il y avait d'autres musiciens. Oui, mais c'est Guitars, tout court. Ouais. C'est un chef-d'œuvre, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, je trouve. Ouais. Et donc le principe de Guitars et de Guitar 2, c'est que vous jouez toutes les pistes de guitare oui, mais qui sont enregistrées aussi les unes après dans les autres. l'album Guitars. Ouais. Dans l'album Guitars, je joue toutes les guitares. Et dans Guitars 2, c'est en général des duos, mais je crois que dans un thème, justement, dans Pendulum, j'ai fait un background avec plusieurs guitares qui font tous ces arpèges. Mais le solo a été fait d'une traite, sauf que je me suis arrêté à un moment pour corriger quelque chose, mais je l'ai fait d'une traite. Je veux dire que là, enfin, j'en parle parce que c'est vraiment de l'improvisation, ça. Et il y a beaucoup d'improvisation dans mes albums, je dirais, parce que c'est important, enfin pour moi. Et c'est un peu le but du jazz aussi, c'est pas le but, mais. Et j'aime bien aussi, parce qu'on passe maintenant de mes disques où je joue 2 guitares par exemple, mais j'aime bien les formules de trio, disons. J'aime bien les formules de trio. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Je sais que les organisateurs, oui, mais il faut quand même une batterie, il faut quand même ceci, il faut quand même cela. Bon, ça, c'est un aspect un peu difficile. Alors, pour leur faire plaisir, j'ajoute des instruments. Et parfois, ça va même jusqu'à l'orchestre symphonique. Hein. Non, mais j'exagère un peu, mais je veux dire, c'est un des aspects qui est difficile. Ouais. Alors, vous avez un autre album à votre droite. Oui. Vous pouvez nous dire de qui il s'agit? Il s'agit d'Elliot. Je ne sais pas comment on prononce son nom de famille. Eh ben, il va vous répondre. Elliot Knutz. Tu sais, je ne connais pas cet album. Hein. Alors, comment ça se prononce, Elliot? C'est Knutz, donc on ne prononce pas le E. C'est. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Elliot? Ben ouais, donc je m'appelle Elliot, je suis guitariste de jazz, essentiellement. Et voilà, je pense que je suis guitariste. Voilà. 19 ans. En gros. 19 ans, c'est le début de votre carrière. Philippe Catherine, Nicolas Fiesmann, est-ce que vous connaissez Elliot Knutz? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou pas encore? Moi, je vais commencer. Je l'ai entendu pas en live, je l'ai entendu dans une jam session avec le trompettiste, alors comment il s'appelle maintenant? Wynton Marsalis. Ouais. C'était à l'Archiduc. À l'Archiduc, Wynton Marsalis était aux Beaux-Arts. Aux Beaux-Arts, oui. Et je l'ai aussi entendu en soliste avec l'orchestre, le BJ Orchestra, dans lequel je suppose qu'on m'a montré ce morceau-là, c'est parce que c'était un morceau que j'avais écrit qui s'appelle Happy Tears. Ouais. Et je ne connais pas encore son album, mais je vois que tu n'es pas seulement guitariste, tu es compositeur aussi. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de thèmes de composition. Hein. Ouais, c'est mes toutes premières compos. En fait, cet album, je l'ai enregistré il y a 2 ans maintenant, donc quand j'avais 17. Wow. Et en fait, je pensais pas faire un album à ce moment-là, mais il y a eu le Covid et tout ça, donc moi j'étais encore à l'école secondaire jusqu'à l'année passée. Oui. Et en fait, j'avais plus école pendant tout un moment, donc ça m'a permis de beaucoup. Enfin, je me suis enfermé un peu dans mon studio en haut et beaucoup joué et tout. Et c'était mes premières compos. Et tu connais Olivier aussi, mon oncle. Oui, un petit peu. Hein, avec qui tu as joué quelques fois aussi. C'est Olivier Colette qui est pianiste. Ouais. Et en fait, du coup, j'avais jamais composé. Et Olivier a quand même beaucoup plus d'expérience que moi dans les compos et tout ça. Donc, je commençais un peu à composer les morceaux. Et chaque fois, je lui envoyais. Et il me renvoyait une version un peu modifiée du truc avec « Regarde, ça c'est mieux, change ça et ça ».
Et du coup, chaque fois, je changeais. Et du coup, ça m'a appris à devenir après indépendant, à composer. Donc, ouais, c'est vraiment mais un peu mes premiers pas dans le jazz, cet album. Et je suis hyper content de l'avoir fait. Après, ouais, aujourd'hui, c'est déjà hyper différent. Enfin, ouais, bien sûr. Enfin, entre 17 ans et 19 ans maintenant, je vois que déjà, j'ai complètement un autre son et je compose différemment, même si je pense que voilà, même que tu sois super jeune ou plus vieux, enfin, d'office on te reconnaît quand même toujours. Mais... Nicolas Fiesmann, vous n'avez pas entendu encore Elliott Knut. Quand j'ai appris que nous allions faire cette interview groupée, j'ai été écouter un petit peu, oui. Du coup, j'ai découvert ton son. Alors, je vous propose qu'on voit un extrait d'un concert. C'est le concert auquel faisait référence Philippe Catherine. Voilà, In Sentimental Mood, Elliott Knut avec le Bruxelles Jazz Orchestra. Première réaction à ce que vous venez d'entendre, Philippe Catherine. Ben, il y a un très beau son à la guitare, hein. Magnifique son. Et l'arrangement, c'est Bert Joris, va être vraiment super. Mais on n'a pas entendu les improvisations. Non, on n'a jamais le temps en télévision, c'est toujours ça qui est frustrant, mais c'est pour inviter tout le monde à aller au concert. Hein. Mais c'est important de jouer les mélodies, c'est très important. Comme tu les joues, c'est super. Ouais. Nicolas Fiesmann. Bah, c'est très très beau, il a un son magnifique. Et c'est bon. Il porte bien ce très très beau thème, quoi. Donc, oui, c'est très touchant, je trouve. Ouais. Elliott Knut, ça fait quelque chose d'être assis entre Nicolas Fiesmann et Philippe Catherine. C'est des gens qui comptent pour vous ou pas? Ouais, à fond, je les connais. Pas personnellement, enfin aucun des deux. Je pense pas plus Philippe que Nicolas. J'ai une fois serré la main à Philippe, une fois. Je me souviens, je sais plus, c'était un concert de Lionel Loueke au Beaux-Arts, je m'en souviens. Ah oui, oui, quand il était là. Oui, Lionel oui. qui est mon prof maintenant aussi. C'est vrai? À Bâle, ouais. Du coup, voilà, et c'était très cool. Il y avait Angelo qui était là aussi. Enfin, c'est lui qui m'avait présenté à Philippe. Oui. Et voilà, ce qui est marrant, c'est que je me rappelais, donc j'étais en secondaire à l'humanité, enfin au Kunsthumanior à Bruxelles. C'est genre, j'étais là l'année passée, j'ai fait 4 ans là-bas. Mon fils est... Ah ouais? Mon petit dernier est là-bas depuis cette année. Ouais. Ah ben voilà, j'étais là, donc j'ai terminé mes secondaires l'année passée là-bas. Et j'avais mon prof de guitare qui s'appelait, il est décédé entre-temps, donc paix à son âme, il s'appelait Karel Redard. Et en gros, voilà, c'était un prof là-bas et il était, je pense, particulièrement fan de vous deux. Et il avait amené le morceau que tu avais composé, Merci Philippe. Et en fait, on l'a joué pas mal, je pense que c'était pas à ma dernière année, c'était quand j'étais en 5e secondaire. Et on l'a joué à deux à mon examen, justement, à l'école. Donc voilà, c'est marrant.
Voilà, je me souviens. On a les pas mal é- joué ce morceau. Les exercices d'Eliott Knut, c'était la partition de Nicolas Fisman en hommage à Philippe Catherine. Entre autres, on a eu ça et c'est marrant, on a joué ça, c'était C'est un beau très, thème. très beau merci, morceau hein. d'ailleurs. Ouais. Ouais, Merci à toi. Oui, oui. Ouais, ouais. J'ai pas entendu ta version encore. Ah, mais moi non, Il y a un plus. enregistrement de ça ou Non, pas non, non. C'est dommage. Non, mais bon, voilà. Ouais. C'est ce qui me rappelle, en tout cas, si je dois avoir un souvenir de vous deux, c'est ça. Philippe Catherine, on vient de faire référence à Angelo Mustapha, qui est un batteur qui vous accompagne maintenant. Avant, il y a eu Antoine Pierre, on pourrait parler de Nicolas Andrioli, on pourrait parler de plein de musiciens belges qui vous ont accompagné, que vous avez lancé. Vous aimez bien découvrir les jeunes talents et vous entourer des jeunes talents et leur proposer une partie de la lumière qui vous accompagne? Ben, j'aime bien jouer avec des musiciens qui sont musicaux. Voilà. Et c'est quoi un musicien qui est musical? C'est celui qui a de l'oreille et qui écoute les autres? Ouais, notamment. Oh là là, c'est difficile à expliquer ça. Il faut un bon tempo, il faut. Enfin, pour la musique que moi je fais, j'aime bien qu'il y ait une certaine tendance au swing quand même. Et mais j'aime bien les musiciens classiques aussi. J'aime pas les musiciens classiques qui font semblant de jouer du jazz par contre. Mais oui, je sais plus ce que je dis. Voilà, c'est Ouais. tout. Le swing, c'est important pour vous, Eliott? Ouais, hyper. C'est bien sûr, c'est l'essence du jazz. Enfin, c'est ce qui a créé cette musique en fait. C'est la base de ça et c'est pourquoi on est là, pourquoi on joue ça. Et bien sûr, aujourd'hui, ça évolue, ça continue à évoluer, ça a toujours évolué. Mais moi, je suis hyper. Enfin, aujourd'hui, j'essaye vraiment enfin, j'écoute aussi de la musique plus de ma génération aussi, mais j'essaye d'un peu mélanger ça. Mais je reste toujours hyper fan du swing et je suis d'accord avec Philippe. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder dans ma musique et que je pense que c'est quelque chose, tu peux toujours explorer des nouveaux sons tout en gardant le swing tout le temps, quoi. Tu peux avoir un morceau plus Even Hates qui part en swing à un moment, des trucs comme ça, ou juste, Nicolas Fisman, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Parfois, vous pouvez composer des choses qui sont plus binaires, plus carrées en rythme, non? Oui, mais pour moi, c'est un tout. Le swing, d'une part, n'est pas un style musical pour moi. Voilà, la notion de swing, je veux dire peut-être plus globalement la notion de time et de tempo, le tempo quelque chose qui peut être élastique aussi. Il y a un autre mot que j'aime bien, c'est le groove. Ou le groove, exactement. Voilà. Mais ça, c'est des notions qui sont terriblement importantes pour moi. Et particulièrement, autant en tant que guitariste, mais en tant que bassiste, le rapport que je peux avoir avec un batteur est quelque chose d'assez essentiel et qui me passionne. Et donc la notion de swing, groove et de time en général, enfin ces trois termes sont peut-être, on peut les grouper, quoi. Ouais, ça se mélange un peu. Ouais. Mais sont essentiels dans les qualités des musiciens que j'aime, en tout cas. Ouais. Vous êtes 3 guitaristes. J'aimerais que vous me parliez de vos instruments, que vous m'expliquiez avec quelle guitare vous jouez, quelle marque, quel modèle. Est-ce que c'est toujours la même? Est-ce qu'il y a un ampli qui doit être un ampli bien précis? C'est quoi vos habitudes et vos recommandations aux uns et aux autres? On commence par Philippe. J'aime bien une guitare avec 6 cordes Ouais. et avec des cordes qui sont qui sont pas trop fines, bien qu'au début quand j'ai joué avec des cordes trop fines et qu'elles jouent juste. Ouais. Le modèle avec lequel vous jouez maintenant, c'est quoi? Oui, j'ai toujours ma guitare, une 175, mais que j'ai achetée en 1961. Mais je joue aussi avec d'autres guitares. J'ai une Godin que j'aime bien. Et je me souviens d'une jam que je faisais avec George Benson il y a des années de ça. Et Benson n'avait pas sa guitare. Alors il est venu sur scène. Et je lui ai prêté ma guitare. Et ce que tout le monde a remarqué, c'est que quand moi je jouais sur ma guitare, ça sonnait Philippe Catherine, et quand Benson jouait sur la guitare de Philippe Catherine, ça sonnait pas du tout Philippe Catherine. Donc c'est pas si important.
Ben justement, je voudrais pas... Oui. Je voudrais pas diminuer la qualité de votre question. Vous avez le droit. Mais... oui, voilà. C'est pas l'essentiel. Non, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est plutôt dans le rythme, dans la façon dont on joue, la façon dont... À quel moment on met une note, à quel moment... tout ça, c'est important en guitare. Nicolas Fiesmann, votre guitare. Oh, j'en ai beaucoup et comme mon métier de musicien de studio m'amène à faire des musiques très très différentes d'un projet à l'autre, je me suis confectionné un petit arsenal avec des instruments assez divers et variés. Ouais. Quand vous serez à Flaget, ce sera laquelle? Oh, je jouerai probablement avec une guitare qui a été faite par un luthier liégeois qui s'appelle Denzo, qui vient de me fabriquer une basse également. Et voilà, je lui ai acheté une guitare il y a quelques temps que j'aime beaucoup. Donc je jouerai probablement sur celle-là parce que c'est avec elle que je m'entends bien en ce moment. Mais pour rejoindre ce que Philippe disait, c'est chouette d'avoir des belles guitares et des beaux instruments et ça aide évidemment. C'est plus facile de jouer sur des bons instruments que parfois que sur des moins bons, tout simplement. Mais c'est jamais qu'un outil, quoi. C'est pas ça qui fait... c'est pas la guitare qui fait le musicien, je pense. Elliot, votre guitare à vous? Ben, moi, j'en ai deux sur lesquelles je joue vraiment beaucoup. Donc, mais ma première vraie bonne guitare que j'avais, c'est celle qu'on a vue dans la vidéo. C'est une Gibson ES 125 qui est vraiment très très cool, de 61. J'ai pas pu l'acheter en 61 aussi. Ouais, j'ai pas pu l'acheter comme toi en 61. Pour un peu compliqué, mais. Puis il y a 6 mois, j'ai acheté une autre Gibson. En fait, j'avais une guitare de luthier que j'ai vendue parce que c'était une très bonne guitare, mais juste ça me convenait pas du tout et j'aimais pas. Et j'étais trop habitué aux manches de la 125 et tout ça, et c'est pour ça que j'avais presque envie d'en acheter une deuxième. Parce que voilà, c'est quand même. S'il se passe un truc avec une guitare, c'est toujours bien d'en avoir au moins une deuxième. Et finalement, j'étais hyper intéressé par un modèle que j'avais quasi pas vu. Peut-être que tu connais ou vous connaissez, genre une Gibson ES 120T. C'est genre... Non. Ouais, c'est quasi similaire à la 125, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une full hollow, donc il n'y a pas de poutre à l'intérieur, mais elle est fine comme une 335 un peu, donc elle est beaucoup plus légère et elle a aussi qu'un micro, pas de cutaway, donc c'est quasi la même chose, le manche est pareil, mais le son à l'acoustique est quasi pareil que la 125, mais dans l'ampli c'est hyper différent. Ah bon? Ouais, c'est juste un single coil le micro, et c'est incroyable, genre. Voilà, Je pense que je la préfère encore que ma 125, en tout cas pour l'instant, donc je joue surtout là-dessus, et du coup voilà. Alors, on va vous laisser continuer à parler guitare. Philippe Catherine, le mot de la fin. Vous êtes un guitariste qui fait chanter sa guitare. Hein. Vous avez d'ailleurs parfois dit ça en interview et que c'était un beau compliment qu'on peut vous faire, que votre guitare, c'était un peu votre voix, qu'elle chantait. Quel est le conseil que vous allez donner au jeune homme qui est à votre gauche, Elliot Knutz, qui est au début de sa carrière? Un conseil que vous pourriez lui donner? Ben, d'écouter des bons musiciens. Je dirais, oui. Voilà. Des gens, ça peut être des chanteurs, ça peut être des gens qui chantent, oui. Donc écoutez. On pourra écouter Philippe Catherine. Oui. Ouais. On pourra écouter Philippe Catherine, ce sera le dimanche 23 avril à l'Atomium. Nicolas Fiesmann, ça ce sera le 27 mai à Flaget. Alors pour Elliot Knutz, il n'y a pas beaucoup de concerts prévus pour l'instant à Bruxelles, mais il y a une apparition à Amsterdam dans un grand concert de jazz. Ça ce sera entre le 18 et le 21 avril. On vous remercie tous les trois d'être venus. On va se quitter avec un micro ouvert. Dans cette émission, on laisse régulièrement la place à un jeune ou une jeune artiste en fin d'émission. C'est une slameuse cette semaine. C'est la première fois qu'elle vient chez nous. Elle s'appelle Clémence Dawagne et elle va nous raconter ce qu'est être une femme. Une de mes sœurs, dans un élan lyrique, a dit « Être une femme m'a tuée. Être une femme m'a tuée. » Alors ce slam-ci, c'est pour tous les hommes qui m'ont tuée. Rassurez-vous, je vous mets pas tous dans le même panier. Je parle des mascus 6-7 qui m'ont étriqué, à qui j'ai donné la trique sans qu'ils m'aient rien donné. Les mecs 6-7 qui m'ont étiqueté, qui ont voulu un ticket et un guichet qui était fermé.
Les mecs 6-7 qui m'ont demandé un 5 à 7 alors que j'avais rien demandé. Être une femme m'a tuée. Alors ce slam-ci, c'est aussi pour le gars qui m'a regardé grailler mon kebab comme si j'étais en train de le sucer. Enfin, c'est pas de sa faute. La sauce blanche a dû l'exciter. Ce slam-ci, c'est pour tous les mâles à qui je me suis excusée d'exister, de prendre une place que j'avais méritée. Ce slam-ci, c'est aussi pour tout le mal que tu m'as fait quand tu m'as dit que finalement, j'étais qu'une amourette d'été. Être une femme m'a tuée. Alors j'ai cherché la non-binarité, celle qui toujours en moi s'était cachée, mais quand on a les seins lourds et les pommettes douces, chaque regard affamé te fait comme une secousse. T'es une femme, t'es une belle femme, tu appartiendras à tout jamais à l'espace public, tel un distributeur automatique de love, de sexe, de sourires, de caresses, de soleil, de monts et merveilles, tel un parc d'attractions. Tes courbes sont une visite gratuite, une déchetterie fortuite où jeter de ta plus belle verve, des insultes insufflées par l'instinct primitif de ta verge. Être une femme m'a tuée. Alors mes seins, je voudrais les couper. Peut-être qu'enfin ils m'appartiendraient et puis je les disséquerais pour la science, pour comprendre pourquoi de tous les désirs ils étaient l'objet. Et mes pommettes se feraient tranchantes, doucement lacérantes, ne me touche pas avec ces doigts-là. Être une femme m'a brûlée. Et le feu m'a réduit en cendres, mais des cendres a pu renaître le phénix, et même si parfois je me sens encore comme un bout de viande de jeune génisse, les regards, je les éclipse. Entre Hélios et Nyx, ton érotisme forcé, c'est Nyx. No. Nine, née, être née femme m'a tuée, être tout simplement m'a ressuscité. Être une femme, texte de Clémence Dawagne. Clémence, vous pourrez la voir le 28 avril dans le cadre du projet Finta. Ça se passera à Saint-Gilles, à la Maison des Livres, à 18h30. Et puis elle a aussi un site internet, clémencedawagne.com. C'était Connaissez-vous. On espère que vous nous retrouverez le week-end prochain. Bonne semaine à tous.